Histoire de Chine est un podcast de la Société d'histoire des Français de Chine. Il est animé par Michel Chapdelaine. Bonne écoute! Entre 1844 et 1854, plusieurs voiliers venus de Canton accostent sur les quais du port du Havre, les cales chargées de porcelaine chinoise. À cette époque, le commerce de porcelaine chinoise avec l'Europe s'essouffle, mais certains armateurs havrais continuent d'en charger leurs navires, puis d'en organiser la vente à leur retour en France. Au cœur de ces opérations apparaît un intermédiaire méconnu, Émile Tastet. Originaire des Landes, négociant et armateur, il joue un rôle discret mais essentiel dans la diffusion de l'art chinois auprès des collectionneurs et des institutions parisiennes. Pour comprendre ce commerce, ses réseaux et ses acteurs qui l'ont rendu possible, j'ai le plaisir de recevoir Pauline d'Abrigeon. Bonjour Pauline et bienvenue dans ce podcast. Bonjour. Vous êtes Pauline, docteur en histoire de l'art, conservatrice de la collection chinoise de la Fondation Bor au Musée des Arts d'Extrême-Orient à Genève et spécialiste de l'histoire des collections et du marché de l'art asiatique. Alors ma première question, Pauline d'Abrigeon, sera nous sommes dans les années 40, 1840, au moment où la France signe les traités de Whampoa et obtient les mêmes avantages commerciaux que les Anglais. Et pourtant, à cette époque, à cette même période, le goût pour les porcelaines chinoises décline en France. Alors comment explique-t-on ce désintérêt alors même que les relations commerciales semblent s'ouvrir? Alors c'est une très bonne question. En fait, ce désintérêt, il commence bien avant la signature du traité de Whampoa, ce même dès la fin du XVIIIe siècle. En fait, tout au long du XVIIIe siècle, on va avoir de plus en plus d'importations massives de céramique chinoise qui entraînent, une baisse des prix. Une baisse, de la qualité, une démocratisation, de ces produits qui étaient, jusqu'alors considérés comme des produits de luxe et aussi qui vont être remplacés par, les, produits, des manufactures européennes, qui se lancent à la course de l'or blanc et produisent leur propre porcelaine. Et ce depuis, la découverte, en tout cas, en Europe de la porcelaine, en 1709, à Meissen. Et tout ce contexte, va avoir pour résultat que, la porcelaine chinoise finalement va perdre même sa fonction de lest dans les navires, fonction qu'elle a souvent eue pour pouvoir, lester les navires, et donc dans les cales en fait, puisque ce n'est plus une marchandise assez rentable. Étant donné que dans un navire, toute partie, des marchands enfin de la composition en fait, de ce navire doit être une marchandise qui rentabilise le très long trajet, jusqu'au port de Canton. Et donc, en fait, on arrive à ce déclin qui est aussi, ça a été expliqué par certains auteurs, comme un changement de goût, un revirement en fait où, finalement la chinoiserie avait une place, dans l'esthétique rococo, l'esthétique du magot, de la pagode, qui s'essouffle et cet exotisme va finalement laisser place, au néoclassicisme dans lequel, peut-être les céramiques chinoises ont eu, une place moindre. Et je dirais pour finir, mais faire peut-être un petit pas de côté par rapport à cette question, c'est-à-dire que pour le 19e siècle, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand bien même on aurait encore, des trajets avec des céramiques chinoises qui s'échangent, eh bien, c'est très difficile à tracer puisqu'il y a un autre phénomène qui rend le travail archivistique très compliqué. C'est que, on arrive à la fin du monopole des compagnies des Indes. C'est-à-dire que ces grandes compagnies, qui avaient les monopoles commerciaux, et qui du coup avaient des registres dans lesquels, elles enregistraient les marchandises échangées, eh bien, perdent le monopole au profit d'une multitude d'acteurs, privés qui, eux, en revanche, ont souvent perdu, leurs archives, ne les ont pas conservées et donc ça reste très difficile pour le chercheur de mettre en avant, les transactions
pour la période du début du 19e siècle, contrairement au 17e et 18e siècle. Mmh. Et alors, donc on a bien compris, cet affaiblissement du marché, mais pour autant, pourquoi ce port, le port du Havre, devient-il alors un point d'entrée privilégié pour ces objets qui viennent de Chine? Et parmi toutes ces marchandises transportées, quelle place occupent véritablement les porcelaines de Chine? Alors le Havre, en fait, à cette période, quelques décennies plus tôt, en fait, il est déclassé, de son statut de port militaire, au profit de Cherbourg et ce qui va faire du Havre, en fait, un port commercial, de 1er plan. Puisque, il va, sous la monarchie de Juillet, comme l'indiquait Claude Malon, qui est grand spécialiste de l'histoire du Havre, il va obtenir le premier rang en tant que, dans le commerce colonial, en France et avoir notamment un certain nombre de lignes qui sont, dédiées au long cours. Donc, c'est, plus de la moitié de ces lignes, qui, vont être dévouées au long cours, ce qui lui donne ce statut un petit peu, particulier. Mais, disons que ses activités principales, à la période qui nous occupe, ça va être essentiellement la pêche à la baleine, le transport, des migrants et donc c'est vrai que c'est étonnant de voir comme ça émerger, les porcelaines chinoises, même si, du fait de ces trajectoires au long cours, on a évidemment beaucoup de produits exotiques qui arrivent sur le port du Havre. Mais en fait, l'émergence de ce port comme un lieu d'acheminement, de ces céramiques est aussi un peu le hasard des archives. Alors c'est vrai que je passe beaucoup par les archives pour répondre, mais il se trouve que à la fois la manière dont sont classés ce qu'on appelle les rôles de débarquement des navires, c'est-à-dire, quel navire de quelle compagnie est arrivé au port du Havre et qu'est-ce qu'il a débarqué et quels sont les passagers qui étaient à bord. Ce type d'archives qui sont conservées, donc aux, archives de Seine-Maritime, à Rouen, eh bien, nous renseignent sur, les trajectoires de ces navires et le la chance que l'on a avec Le Havre, c'est qu'on peut croiser ces archives avec des catalogues de vente. Donc on identifie, à la fois les navires, les capitaines de ces navires, mais aussi, leur contenu grâce à ces catalogues de vente et malheureusement, à ce jour, un tel travail n'a pas pu être fait pour d'autres ports en France qui pourraient être, de manière tout à fait légitime, pensés Ouais. comme, Mmh. des portes d'accès beaucoup plus, évidentes pour, l'Extrême-Orient, comme Marseille et cetera. Mmh. Alors, au fil de ces arrivées, des ventes sont organisées au Havre comme à l'hôtel Drouot à Paris. Par exemple, lors de l'arrivée du navire de Lafayette, arrivé au Havre en mai 44, comment procédait-on pour mettre ces porcelaines en vente? Vous l'avez rapidement évoqué, je vous laisse reprendre la main. Ouais, heu, les ventes, sont organisées au Havre d'une manière un petit peu différente qu'à l'hôtel Drouot. Alors l'hôtel Drouot, c'est des enchères, on a souvent des collections de collectionneurs qui arrivent, et qui sont mises en vente, soit, parce que, un individu, souhaite, se renouveler, on va dire, un petit peu sa collection. C'est souvent aussi des ventes après décès. Hem et au Havre, c'est des ventes de cargaison. Alors on a quelque chose d'un petit peu différent et dans la forme aussi que peuvent prendre ces ventes, puisqu'il y a à la fois l'enchère, la mise, à l'enchère des lots qui, peuvent avoir lieu, alors des fois le lieu est indiqué, on a la salle de bal, la bourse du Havre, mais également, de gré à gré. C'est-à-dire que, les individus, sans doute se présentent directement à la compagnie d'armateurs. Dans le cas qui nous intéresse, c'est la compagnie Ferrer& Morlot qui va être l'une des principales instigatrices de ces ventes et fait ses acquisitions de l'eau et alors là, c'est aussi une grosse différence par rapport, aux ventes aux enchères de l'hôtel Drouot, c'est qu'on parle de lots de parfois plusieurs centaines d'objets. Donc disons que
à l'hôtel Drouot, un lot est équivalent à un objet, une paire, tout au plus. Alors là, on va avoir un lot avec 200 tasses, etc. Donc on peut avoir des disparités énormes de cette manière. Pour exemple, le Nicolas, l'un de ces navires sur 80 silos, on va avoir 6 723 objets. Donc on a une énorme disparité puisque on est sur des quantités qui sont celles d'une cargaison. Donc voilà, on a quelque chose de très différent dans le format de la vente. Et alors, on voit hein, dans les documents que vous m'avez communiqués un personnage dont j'ai parlé tout à l'heure qui revient souvent dans Mhm. l'histoire de ces garnisons, c'est Émile Tastet. Alors, Émile Tastet, qui était-il? Quel rôle jouait-il finalement dans ce négoce entre Canton, Le Havre et Paris? Puisque Paris, c'est aussi lui. Exactement, oui, oui. Émile Testé, c'est un personnage assez fascinant. En fait, il est originaire des Landes, il va commencer son activité à Bordeaux. Là, il monte des compagnies, plusieurs, et il va se lancer de manière générale en fait dans l'import-export. Il accompagne les navires et il les coule des produits extrêmement variés, donc ça va des médicaments aux cigares, il introduit les cigares de Manille en France, voilà, c'est un de ses hauts faits. Et il va donc être dans ces activités assez vastes d'import-export. Et puis c'est un aventurier, hein, il fait naufrage, il en réchappe par chance. Et ce qui nous amène un peu dans les années qui nous intéressent, les années 1840, où il apparaît au Havre comme un intermédiaire, effectivement, euh, entre les compagnies d'armateurs havrais que sont Ferrer et Morlot et également Trotteux, de Coninck et je dirais, potentiels acheteurs de ces cargaisons de céramique chinoise. En fait, les sources que j'ai exploitées montrent que il était à l'origine, on va dire, des achats de porcelaine, dans le sens où c'est lui qui passait commande. On a même certaines sources qui disent, qui indiquent qu'il avait un agent, une sorte d'agent à Canton qu'il entretenait à grands frais pour pouvoir euh, répondre à ses commandes. Et il va donc demander à ce que l'on acquiert tel type d'objet pour pouvoir les écouler ensuite au Havre et à Paris. Puisque, en fait, son rôle à Paris, ça va être de distribuer le catalogue de vente. Donc, il essaye de faire de ses ventes au Havre euh, un peu quelque sorte, d'en faire la publicité auprès des grands collectionneurs parisiens, mais aussi auprès des musées. Il va notamment démarcher le musée de la céramique de Sèvres pour indiquer qu'il y a une telle vente, que les lots sont exceptionnels. Il insiste beaucoup sur le caractère moderne qui vient en droiture depuis Canton, des pièces de décors qui n'ont jamais été vues jusqu'alors en Europe. Et donc tout ça va porter ses fruits puisque effectivement le musée de Sèvres va acquérir quelques pièces, notamment du Lafayette dont on parlait tout à l'heure qui sont aujourd'hui dans les collections du musée. Et alors, vous l'avez rapidement évoqué, Émile Tastet organise ses propres ventes à Paris. Et on voit pourtant que certaines ventes sont vraiment décevantes malgré le fait que ces pièces sont rares et de qualité. Alors, quelles difficultés rencontre-t-il et pourquoi ces objets si précieux sont adjugés à des prix aussi bas? Alors oui, effectivement, Tastet va être vite identifié par les collectionneurs de l'époque comme justement une personne qui apporte des œuvres directement depuis la Chine et qui en font du coup un intermédiaire très recherché. En revanche, on a aussi des critiques d'art, et c'est notamment Philippe Burti, qui est un grand critique d'art de l'époque, c'est lui qui est l'inventeur du terme japonisme notamment, qui déplore la manière dont sont écrits ces catalogues. Et alors c'est très intéressant parce qu'on voit à quel point à cette époque, ça devient extrêmement important d'avoir un vocabulaire et un vocabulaire d'histoire de l'art fleuri qui vient
enrichir la perception des objets. Heu, Philippe Burti, se plaint que, par exemple, des pièces qui, sont de magnifiques, flammés, chinois, de première qualité, sont décrits comme des vulgaires bouteilles, dans le catalogue d'Émile Tastet qui, quelque part, n'aurait pas su, assez bien mettre, en valeur, ces objets. Alors il faut, préciser que les ventes en question, elles arrivent bien plus tard, que les ventes du Havre. C'est un peu un point d'interrogation. Et c'est dans les années 1860, c'est à l'hôtel Drouot. Est-ce qu'il s'agissait du reste d'un stock qu'il cherche à écouler? Donc peut-être de pièces aussi de moindre qualité. Donc il y a plein de questions qui restent un peu en suspens, d'autant que Hem, les catalogues justement ont des descriptions un peu lacunaires et qu'il est parfois difficile de savoir de quel objet il est question, derrière ces descriptions. C'est-à-dire que les collectionneurs, parce qu'un catalogue des ventes n'est pas, alléchant, ne vont pas aux ventes, en fait. On n'arrive pas à les Alors, hem, ils peut-être, ils peuvent s'y rendre. On a, alors c'est la grande, différence aussi que l'on a, par rapport quand on étudie en fait l'histoire du marché de l'art entre Paris et là, en l'occurrence, Le Havre, c'est qu'on a une archive extrêmement précieuse pour Paris, ce sont les minutes des commissaires-priseurs. C'est-à-dire qu'en fait, ces ventes, elles étaient considérées comme un acte juridique, ce qui fait qu'on en a conservé la trace et dans ces minutes, on a, la chance de pouvoir voir, bah, qui a acheté quoi et à quel prix et donc ça, c'est très important pour l'histoire du marché de l'art et ce qui permet quand même de savoir que sur les ventes, en fait, d'Émile Tastet, on va avoir tous les grands représentants, de l'histoire du marché de l'art asiatique de l'époque. On a, Nicolas-Joseph Mallinet, qui est un des premiers marchands à s'investir, dans, le commerce de l'art, asiatique, et toutes sortes d'autres individus, qui, sont des collectionneurs éminents. Donc quelque part, ça n'empêche pas sans doute les acteurs principaux de ce marché de se déplacer. Mais, semble-t-il, de valoriser à juste titre, les objets en termes de prix et c'est vrai que c'est des ventes qui rapportent, qui ont, rapporté, des prix, relativement bas, qu'il s'agisse du prix, moyen à l'objet ou, du prix général de la vente. Alors, est-ce qu'on a aujourd'hui, des traces de ces collections, du Havre, dans les musées ou, les collections privées, heu, du 19e? Alors, collection privée, j'ouvre la non, malheureusement, c'est pas le cas. J'aurais aimé pouvoir trouver plus de pièces qui racontent cette histoire, mais les seules, œuvres, que l'on peut retracer, sont celles que je mentionnais, qui sont, dans, les collections de la manufacture de Sèvres et qui ont été, des pièces acquises du navire, le Lafayette. Alors, ça représente quelques pièces, moins d'une dizaine et il y a, également, en fait, 2 on dirait 2 types d'objets à chaque fois, à savoir celles qui viennent du Lafayette, mais aussi des dons qui ont été faits par Émile Tastet au musée. Parce que en fait, Émile Tastet a essayé, il y en a une correspondance qui est riche à ce niveau, dans les archives de la manufacture. Il a essayé de se faire quelque part l'agent du musée de la manufacture de Sèvres en Chine. Donc il proposait en fait quelque part, d'enrichir les collections, d'être l'acteur de l'enrichissement de ces collections, en Chine directement pour la manufacture de Sèvres. De la même manière, quelque part, qu'il a été, un acteur, très important de l'introduction des verres à soie. Alors rien à voir, mais en Chine, à une époque où on s'intéresse beaucoup à la sériciculture, c'est quelqu'un qui est très actif pour la société, d'acclimatation, en France et bref, je ferme la digression, mais disons qu'il va essayer de promouvoir ce rôle auprès de la manufacture de Sèvres et la correspondance qu'il a reçue, en tout cas ça ne va pas se concrétiser, malheureusement, mais on sait qu'il a essayé d'avoir ce rôle, en tout cas là.
Alors pour terminer notre interview, une question que je pose à tous nos invités, sur quelles sources vous êtes-vous appuyé pour mener vos recherches? Alors, j'en ai évoqué beaucoup, après, on a effectivement, je dirais, 2 sources principales. En fait, pour identifier chacun de ces navires, hem, ça a été, les catalogues de vente, et les, coupures de presse qui permettaient de savoir que tel navire a, débarqué et qu'il, débarquait avec, tant de lots de porcelaine chinoise qui étaient à vendre au Havre. Et donc, les coupures de presse, elles sont nombreuses, très importantes. Souvent, elles se recoupent les unes les autres et ça m'a permis d'identifier chacun les navires, les différentes compagnies et cetera. De là, il a été possible aussi, d'aller compléter, ces informations par les rôles de débarquement du Havre dont je parlais, qui indiquent, le tonnage, de ces, navires. Il faut savoir que bien que nous soyons au 19e siècle, c'est encore des 3 mâts, en fait, hein, qui, font, tout Oui, le périple par le cap de Bonne-Espérance et qui ont un tonnage assez, peu important, en tout cas pour l'époque. On est autour de 400 tonneaux pour les navires dont il est question. Donc ça, c'était des informations aussi supplémentaires, hem, données par, ces rôles de débarquement. Et puis après, c'est les hasards de la recherche qui parfois vous font trouver des pépites, dans, des centres archivistiques auxquels on ne s'attend pas forcément. J'avais fait une recherche à Nantes qui conserve en fait toutes les archives diplomatiques qui sont en lien avec la Chine. Et par hasard, dans la correspondance consulaire, il y avait, le contenu de la cargaison du Nicolas César, qui est l'un des navires auxquels je me suis intéressée et qui permettait, là, d'avoir une image, de relativiser en fait la place des porcelaines chinoises à l'intérieur des cargaisons. Puisque, le contenu de la cargaison du Nicolas César était spécifié par nombre de caisses. Donc pour, donner une idée, on avait, en tout, 4 000 plus de 5 700, caisses et parmi ces 5 700 caisses, 4 300 étant des caisses pour la qui renfermaient des thés. Donc le thé, en fait, est la marchandise principale et 78 caisses seulement étaient consacrées à la soierie, au lac, aux porcelaines chinois et à la chinoiserie. Donc finalement, de ce Nicolas César, moi les résultats j'ai des indications comme quoi de la céramique chinoise a été vendue. Mais si on fait un pas de côté et qu'on essaye de voir ce que représente finalement, la porcelaine chinoise à l'intérieur de ces navires, c'est une partie, infime qui est d'un peu plus de 1% en fait. Et donc ça, c'est aussi une des choses très intéressantes de ces immenses, trajets qui parvenaient quelque part à être rentables à partir du moment où à chacun de ces ports, à chacun de ces arrêts, ils échangeaient des marchandises, et ils apportaient, des marchandises de France et ils les échangeaient contre d'autres marchandises asiatiques et dont le débouché commercial était intéressant. Et d'ailleurs, en fait, Émile Tastet, lui, qui s'occupe du fret, complet de certains navires, on a aussi dans d'autres sources, alors pareil, ça, hasard ou pas, de la recherche, qui sont la correspondance commerciale aux archives nationales, donc une correspondance qui est conservée dans les archives du ministère du Commerce de l'époque. Eh bien, des descriptions de ce que Émile Tastet apportait en Chine et parmi ce qu'il appelle les articles de Paris, alors ça c'est très étonnant, on a, de la coutellerie, des instruments d'optique, des pendules, des orgues, des boîtes à musique, des montres en argent, des lustres, des candélabres, j'en passe et des meilleurs et des porcelaines, ah oui, Émile Tastet a essayé d'importer la porcelaine en Chine, ce qui paraît quand même, assez étonnant. Des porcelaines à l'usage des Chinois, hein, fabriquées, sur, des modèles, apportés. Mais évidemment du vin, de l'eau-de-vie, des drogueries diverses. Donc en fait, on voit que, les porcelaines chinoises, quand elles sont importées, en tout cas, sont parties d'un vaste, et complexe, échange, d'import-export, qui est savamment orchestré, par, Émile Tastet et ses acolytes havrais.
Merci beaucoup, Pauline d'Abrigeon, de nous avoir fait découvrir et partager ce plan méconnu du commerce entre la France et la Chine, entre Le Havre et la Chine du 19e. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire de l'art et que vous avez coordonné à l'Institut national d'histoire de l'art de 2017 à 2020 le programme de recherche collecteur et marchand d'art asiatique en France de 1700 à 1939. Vous avez également été commissaire de plusieurs expositions et dirigé des catalogues tels que Le Secret des couleurs, Céramique de Chine et d'Europe du XVIIIe à nos jours, ou encore Apporté d'Asie, collectionneur, collecteur et marchand d'art asiatique en France avec Pauline Guyot et Catherine Transbordouno. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à laisser un commentaire ou vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très bientôt pour un nouveau podcast et encore merci Pauline. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast Histoire de Chine. Si vous voulez découvrir de nouveaux entretiens, n'hésitez pas à aller sur le site www.histoiredechine.fr. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications, ainsi que liker les épisodes qui vous plaisent. C'est ce qui fera grandir notre podcast. Merci infiniment pour votre soutien.